Alors, je vais vous parler de ce que j'ai appris grâce aux technologies Chaos et en particulier à la chirurgie de l'épaule. Tout d'abord, le diagnostic. En fait, on utilise depuis 1999, quand elle a été décrite, cette classification de Gilles Walch, qui décrivait trois types de glènes, les types A, qui sont centrés, les types B, dans lesquels la tête humérale est subluxée en postérieur, et les types C, qui sont des glènes dysplasiques. Et en fait, cette classification, dans les études qui avaient été faites secondairement, et en particulier l'étude de Scalise, montrait qu'il y avait une faible reproductibilité entre les observateurs. Alors, on s'est un peu penché sur la question, et on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un problème de discrimination. C'est-à-dire que si vous prenez deux systèmes gléno-huméraux similaires et que vous y adjoignez donc des omoplates, vous ne pouvez pas faire la différence entre ces deux types de glènes. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'axe de la glène, qui est en fait cette droite bisectrice au segment qui relie le bord antérieur et le bord postérieur de la glène, vous ne prenez pas en compte l'omoplate et donc vous ne verrez pas de subluxation entre ces deux différents types en suivant la classification originale de Walch. Par contre, si vous prenez le plan de la scapula, dans ce cas, vous allez remarquer que dans la première conformation, vous allez ne pas avoir de subluxation postérieure, tandis que dans la seconde, vous allez voir que la tête humérale est subluxée en postérieur. Donc le problème vient vraiment de là. Pour une même conformation, au niveau de la glène et de l'humérus, vous allez avoir, grâce au plan de la scapula, une mesure de la subluxation qui sera plus discriminante que si vous prenez l'axe de la glène. Et donc aujourd'hui, je peux faire la différence, et en particulier entre des glènes de type A2 et des glènes de type B3. Elles sont toutes les deux usées, la tête est toujours centrée sur la glène. Par contre, il existe une subluxation dans la B3 par rapport au corps de la scapula qui n'existe pas dans les glènes A2. Et donc dans le premier cas, ici à gauche, vous voyez qu'il y a une subluxation qui est environ à 60% parce que je prends comme repère et référentiel l'axe de la glène. Dans le second cas, je prends le plan de la scapula et il existe une subluxation importante qui est à 79%. Donc, le problème, c'est pas tellement la façon dont on fait la mesure, c'est plutôt quel est le référentiel que je choisis. Et il faut choisir le bon plan de manière à ici faire une différence entre des glènes qui sont centrées sur la glène mais subluxées et d'autres qui sont centrées sur la glène mais qui ne sont pas subluxées. C'est le cas des A2 par rapport au B3 et donc on a établi cette nouvelle classification de Walch modifiée en 2016. Ensuite, la question, c'est comment poser mes implants. En fait, ce que je veux faire, tel que Niffler nous l'a enseigné, c'est abaisser la glène et, tel que Boileau nous l'a enseigné, latéraliser de manière à obtenir des mobilités optimales et éviter le notching. Mais pour cela, il fallait comprendre comment on pouvait arriver à positionner notre implant aussi de façon neutre au niveau de l'inclinaison. Et on se rend compte que si on pose notre implant dans la partie inférieure de la glène, comme enseigné par Niffler, eh bien, si on la pose sur la glène, sur cette partie inférieure, l'implant glénoïdien va regarder spontanément vers le haut. Maintenant, moi, je veux la poser comme ceci, c'est-à-dire parallèle au fond de la fosse du sus épineux. Et je vais ensuite latéraliser. La question est donc de savoir comment je vais compenser ce manque et comment je vais pouvoir le mesurer sans risquer de ne pas prendre en compte toute l'inclinaison qu'il y a dans la partie la plus inférieure de la glène. Et pour cela, il faut que j'utilise un angle qui est spécial et qui réfère donc à la partie inférieure de la glène. Et cet angle, c'est le RSA angle. Donc, ce que j'ai compris grâce au chaos, c'est parce qu'on a fait des planifications, c'est qu'il ne faut pas que je prenne en compte l'inclinaison globale de la glène, comme vous voyez ici sur la droite, qu'on a appelé le TSA, mais que je prenne en compte la partie la plus inférieure de la glène, qui s'appelle donc le RSA angle, et qui permet aujourd'hui de bien compenser toute la perte de substance inférieure et de mettre une greffe angulée de manière à ce que l'implant soit parallèle au fond de la fosse du sus épineux. Et on a fait des comparaisons, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en faisant cela, donc en mettant de l'inclinaison à zéro, donc une glène qui est positionnée de façon neutre, et en latéralisant, en fait, on se retrouve avec une mobilité qui est améliorée, tant du point de vue de l'abduction, que vous voyez ici sur la gauche. Quand je latéralise et que je mets en inclinaison neutre, je me retrouve avec une amplitude de mouvement qui est supérieure à 100 degrés, ce qui n'est pas le cas si je ne le fais pas. Et au niveau des rotations, c'est là qu'elles sont optimales, en particulier en rotation externe. Je peux obtenir de rotation externe plus interne à plus de 150 degrés. Et enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'on pouvait aussi apprendre avec les technologies Chaos. Si vous prenez la planification d'un expert qui sert de référence, ici le point rouge, et que, au fur et à mesure, vous allez ajouter des informations aux étudiants qui veulent apprendre à poser des prothèses, la phase 1, on leur donne aucune information. La phase 2, on leur donne simplement des consignes écrites sur comment optimiser le positionnement de leur glène.
Et enfin, la phase 3, on leur propose d'utiliser le module Range of Motion, c'est-à-dire la simulation des mobilités au niveau de l'épaule. Et bien, en fait, on se rend compte que grâce à tout cela, leur planification devient optimale et surtout, elle se centre et se concentre sur la planification de l'expert et donc ils s'en rapprochent sans avoir jamais effectué aucune prothèse inversée d'épaule. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai appris? C'est qu'il faut toujours choisir le bon plan, qu'il faut optimiser la position et pour cela, on a développé un outil grâce aux technologies Chaos, à ce logiciel qui permet donc de positionner de façon optimale la prothèse inversée et ensuite d'utiliser un guide patient spécifique pour le poser. Et enfin, on a compris qu'il fallait que les chirurgiens s'entraînent sur ces dispositifs et ces logiciels. Je vous remercie.